Alors, bon après-midi à tous. Euh, J'aimerais remercier d'abord Nejib Khoury pour m'avoir proposé de discuter du volet neurochirurgical à la Société d'orthopédie. Nejib, avec lequel on a de longues discussions parce qu'on a un bureau qui est pratiquement l'un face à l'autre et on a de nombreuses discussions assez intéressantes sur nos enfants en commun. Et j'aimerais remercier aussi Christophe Glorion, avec lequel j'ai un réel plaisir et un honneur de pouvoir travailler avec lui de manière assez régulière et d'opérer avec lui aussi de manière assez fréquente. Donc, la transition enfant-adulte chez le paralysé cérébral marchand, qu'est-ce que nous, on peut faire au niveau neurochirurgical? C'est-à-dire que c'est des patients qui, au départ, étaient pris en charge surtout au niveau orthopédique sur les déformations osseuses, les déformations musculaires, etc. Et nous, on n'avait pas grand-chose à faire au départ. Et récemment, il y a de nouvelles techniques chirurgicales, et je vais revenir sur une nouvelle, parce que ce n'est pas si nouveau que ça, qui permettent à nos patients IMC, j'aime pas particulièrement ce terme, à nos patients diplégiques spastiques, euh, et je vais revenir sur les classifications, qui sont marchands, d'améliorer leur marche. Alors malheureusement, on ne peut pas les guérir encore, mais on peut nettement améliorer leur façon de déambuler et de fonctionner au niveau surtout de leurs membres inférieurs, mais pas que. Donc comme l'a montré Nejib tout à l'heure, la classification sur laquelle on va se baser, c'est surtout les patients qui sont marchants avec une limitation et ceux qui utilisent un matériel pour marcher ou déambuler. Les autres patients qui ont des mobilités limitées, on a d'autres techniques chirurgicales pour les aider, et ça, je reviendrai un petit peu plus tard là-dessus. Donc, la nouvelle chirurgie dont je vais vous parler, qui s'appelle la SDR, ou sélective dorsale rhizotomie, ou rhizotomie dorsale sélective en français, va permettre d'améliorer ce genre de choses. Jusqu'ici, on avait, pour les adultes en tout cas, l'utilisation d'une pompe à lyorésal ou une pompe à baclofène, qui a été utilisée surtout chez les non-marchands, mais qui est aussi nettement utilisée chez les adultes, chez les marchands, pour diminuer les trépidations épileptoïdes, pour diminuer les mouvements réflexes, et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc, je vais revenir sur cette nouvelle technique et cette, entre guillemets, nouvelle chirurgie. On a une évaluation tout, euh, comme dans toutes nos pathologies un petit peu complexes, par une équipe pluridisciplinaire dans laquelle il y a une quantité faramineuse de docteurs, de spécialistes, il y a des urologues, il y a des neurologues, des orthopédistes, des kinés, des psychologues, des neurochirurgiens et des médecins éducateurs. Et ça, c'est toute l'équipe qui va décider, qui va valider l'indication de cette chirurgie. Alors, cette chirurgie, elle est pas si récente que ça. Et ça, je vais faire plaisir à mon collègue montpelliérain, parce qu'en 67, c'est Monsieur Gros qui a montré la rhizotomie partielle. Et il y a eu Marc Sindou aussi, donc on est toujours en France au premier plan des évolutions chirurgicales. Et récemment, il y a eu d'autres personnes qui ont modifié ces techniques, avec Parc qui a fait un abord un peu plus petit, et moi qui ai modifié encore la dernière technique pour que ce soit encore plus simple, et c'est pour que les indications et les répercussions soient limitées. Donc les patients, le patient idéal, c'est un enfant ou un adulte qui est marchand ou déambulant avec un intellect normal. Euh, donc, on est un GMFCS 2 ou 3 avec un intellect tout à fait normal et qui va pouvoir avoir une rééducation tout à fait correcte avec une intelligence normale pour pouvoir écouter la rééducation et modifier son schéma de marche. Parce qu'en touchant sa moelle épinière, on va modifier complètement son schéma de marche et donc il faut lui réapprendre et lui réapprendre à remarcher correctement. Donc, la technique, c'est pas si compliqué que ça. En fait, sur la moelle épinière, il y a les cordons antérieurs et postérieurs, et on arrive très facilement à voir la sortie des racines,
les racines antérieures, qui sont les racines motrices, et les racines postérieures, qui sont les racines sensitives. Et donc, dans la rhizotomie dorsale sélective, comme son nom l'indique, on va sectionner une partie des racines dorsales, donc sensitives, sans avoir accès aux racines motrices. Ils sont surtout touchés aux racines motrices pour éviter la perte de force. Et donc, on va bloquer le schéma réflexe de la spasticité qui passe par les racines sensitives et faire en sorte que il y ait moins de spasticité, la réduire, voire l'annuler complètement. Donc l'évolution de la technique chirurgicale, ça a été des abords extrêmement importants, avec des laminotomies énormes, des ouvertures rachiniennes assez importantes. Après, il y a eu d'autres abords qui sont des laminotomies un peu plus petites, avec des approches foraminales. Le seul problème de ces techniques, c'était les déformations orthopédiques au long cours. Il fallait les laisser dans des corsets, etc. Les douleurs étaient extrêmement importantes. Et pour le niveau d'identification, c'était extrêmement simple, puisqu'on ouvrait tout le capot postérieur et on voyait l'émergence des racines qui allaient dans les foramens. Et donc, on savait à quel niveau était chaque racine. Donc ça, c'était plus simple. Mais par contre, il y avait un taux de déformation rachidienne extrêmement importante et des douleurs post-opératoires qui étaient très, très importantes. Et donc, on a, grâce à l'IRM et à pas mal d'autres techniques, Park a modifié la technique au départ en faisant des laminectomies sur 1 ou 2 niveaux et en abordant la partie du cône qui permettait d'avoir accès à toutes les racines dont on avait besoin pour les membres inférieurs. J'ai remodifié la technique de Park pour être encore moins invasif. En faisant une IRM préopératoire, j'arrive à voir où est le cône et je mets des petites pastilles, comme on voit sur la photo de droite, pour avoir un repérage préopératoire et savoir exactement à quel niveau est le cône, parce qu'il y a des variations interindividuelles sur le niveau du cône. Donc, ça me permet d'être sûr et certain de la hauteur du cône et donc de pouvoir accéder aux racines que j'ai décidé de sélectionner et de couper. Donc, on a des patients qui sont en décubitus ventral, on a une toute petite incision, comme vous le voyez. C'est des patients qui sont endormis et anesthésiés non curarisés, bien évidemment, parce qu'on a besoin de stimuler chaque radicelle. Et donc, on a cette petite cicatrice. On va monitorer en opératoire. Donc, on va stimuler avec un matériel d'électrophysiologie, on va stimuler chaque petite radicelle et on va voir si la radicelle fait bouger la jambe sur un nerf sensitif, ce qui n'est pas normal. C'est que le réflexe est important, donc on va la sectionner. Si il n'y a pas de mouvement lorsqu'on stimule cette racine sensitive, on peut la conserver. Donc ça, c'était les anciennes techniques où on faisait des laminotomies, laminoplasties, où on voyait extrêmement bien les racines. Et puis, je suis passé à l'abord interlamaire ou interlaminaire pour aborder le rachis. Et comme on le voit sur la photo de droite, on a l'écho péropératoire, on voit particulièrement bien le cône avec les racines qui sortent, avec une cicatrice qui fait moins de 2 cm et un abord entre les épineuses et entre les lames pour éviter justement les déformations orthopédiques au long terme et les douleurs, bien évidemment. Donc, on va séparer les racines postérieures des racines antérieures, donc les racines sensitives des racines motrices. On va stimuler chaque petite radicelle et on va voir laquelle, en la stimulant, fonctionne ou ne fonctionne pas. Et à chaque étape, on sectionne ou on ne sectionne pas en fonction de ce qu'on a décidé en préopératoire. Donc, on a l'ouverture avec une ouverture qui n'est pas énorme. Et ensuite, on décide, alors, quelle racine sectionner. Donc, ces racines à sectionner, c'est basé sur plusieurs choses. C'est, l'évaluation préopératoire, parce que tous ces enfants qui sont marchands ont une analyse quantifiée de la marche de façon systématique en préopératoire. Ils en ont une au post-op, ça on y reviendra. Ils ont donc sur l'évaluation de cette analyse quantifiée de la marche et l'examen clinique préopératoire, on va focaliser plus ou moins sur un chef musculaire et donc un nerf. Et en fonction de ça, on va programmer notre intervention et on va envisager de sectionner de manière plus ou moins importante S1, L5, etc. Il y a le monitoring péropératoire qui va jouer un rôle important
pendant l'intervention, c'est-à-dire qu'on peut modifier en se disant, on va sectionner 80-85% des racines de L5, etc., en paire opératoire. On va vérifier les deux, et il y a certaines études qui ont montré que ils sectionnaient de manière systématique 80% des racines, point, sans aller chercher, aller fignoler, anticiper l'évaluation préopératoire donc la majorité des gens ne font pas d'analyse quantifiée de la marche. C'est-à-dire que Park, qui faisait ça aux États-Unis, n'a jamais fait d'analyse quantifiée de la marche, donc on ne pouvait pas évaluer en pré et en post-op les résultats immédiats. Donc, il y a des réponses et des échelles de réponses qui ont été évaluées. Donc, en fonction de la réponse, on sait si on doit couper ou pas. L'évaluation du monitoring péropératoire. Et puis, il y a des algorithmes qui ont été proposés, couper ou ne pas couper en fonction de certaines réponses. Et puis, on s'adapte à chaque fois. Il y a une chose extrêmement importante, c'est-à-dire qu'on a décidé de ne plus jamais sectionner S2, ni et de diminuer la quantité des L4, parce que S2, il y avait des problèmes sphinctériens, et L4, il y a des problèmes de genoux. Donc, je vais avancer, parce que je suis un peu en retard, sur le nombre de racines qu'on doit couper, mais les indications, globalement, c'est 7 enfants, et on le voit en post-op à 3 mois post-opératoire. Donc, on a une fluidité du mouvement, et c'est pas mal du tout. Et donc, cet enfant a une vie qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide dans ses mouvements, une endurance plus longue. Donc, cette technique permet, il y a plusieurs études qui ont montré que l'amélioration perdurait à court, moyen et très long terme, avec une évaluation à 25 ans qui a montré qu'il y avait toujours un effet de cette fluidité de mouvement à 25 ans, et que ça pouvait permettre d'éviter et de diminuer la quantité de chirurgie orthopédique. Pour les adultes, je vais avancer beaucoup plus, parce que les adultes, il y a moins d'études qui ont été faites là-dessus, parce que c'est une chirurgie qu'on envisage volontiers pour les enfants, beaucoup moins pour les adultes, parce que c'est une chirurgie qui est irréversible. Malgré tout, sur plusieurs adultes que j'ai fait, il y a quand même un effet qui est plutôt pas mal, sur pas mal de choses. En l'occurrence, donc ça, c'est les évaluations post-op. Pour faire très simple, c'est lors de la QM, le but, c'est pré, c'est à gauche, post, c'est à droite. Le but, c'est de faire en sorte que les courbes se rapprochent le plus de la courbe noire au milieu. Et donc, on a l'évolution des genoux, de la hanche, etc. On a des contrôles pré et post-op à chaque fois, avec une évolution qui se rapproche de plus en plus de la ligne noire. Donc, les buts moteurs, c'est d'améliorer les choses à court, moyen et long terme. Sur la douleur, on a un effet qui est extrêmement important, surtout chez les patients qui sont non marchands et non déambulants, mais ça marche aussi chez les patients marchands. Pareil au niveau urologique, on a un effet au long terme, et nettement aussi sur la qualité de vie. Donc, je vais passer sur la pompe, parce qu'on sait que la pompe, ça fonctionne même aussi pour les marchands. Il y a d'autres techniques neurochirurgicales comme les neurotomies, etc. Donc, en conclusion, cette chirurgie marche très bien en pédiatrie, mais marche très bien chez les adultes. La seule et une condition, c'est de se donner un but et de savoir ce qu'on attend de cette chirurgie. Il y a un intérêt sur la pompe, et bien évidemment, comme tout, il y a un balancier entre l'effet mode et l'effet... Donc, en ce moment, on est très rhizotomie dorsale sélective, c'est très à la mode, parce que les patients partaient aux États-Unis, payaient 60 000 $ pour se faire opérer de ce truc-là. Alors qu'on mettait des pompes très volontiers. Donc, maintenant, on ne fait plus que cette technique chirurgicale, et puis on va probablement revenir à un juste milieu qui est entre les deux. Et pour finir, la transition enfant-adulte, il faut faire attention, parce que les spécialistes des enfants ne sont pas la même chose que les adultes. Et un enfant qui vient en consultation, comme j'aime à le dire, c'est pas l'enfant qui vient en consultation. C'est les parents qui viennent en consultation et qui emmènent leurs enfants. Et donc, c'est eux qui sont en première ligne du message. Alors que quand on a un adulte en face de nous en consultation, c'est lui qui récupère le message. Et quand on passe d'enfant à adulte, on transforme la maladie. C'est-à-dire que ça devient la maladie à l'enfant ou au jeune adulte, et il se le prend en première ligne. Et donc, c'est pour ça que la transition est extrêmement importante, parce qu'on passe d'un enfant qui est amené à l'hôpital par des parents à un adulte qui est malade. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Dr. James, de cette belle communication et de ces images tout à fait parlantes au niveau de l'amélioration de la marche.